This is a unique phenomenon in human history. C'est une crise, comme vous l'avez dit, d'un genre très particulier parce que c'est la première fois dans l'histoire humaine que face à un danger mortel pour un certain nombre de gens, on a décidé d'arrêter l'économie. On est dans l'instant permanent. 300,000 people can die every day from hunger. C'est aussi aux citoyens de dire halte. Je suis surpris par l'obéissance des masses. The importance of forming judgment, the importance of saying, I will wait to see a transcript before I comment. Ces plaintes ont quelque chose de totalement indécent. The coronavirus has had an impact on humanity as a whole. Bienvenue à Riposte, les nouveaux séminaires en ligne pour une parole libre, une parole sans masque et sans gants. Entre les approuveurs et les complotistes, il reste de la place pour un débat démocratique, un débat engagé, c'est Riposte. Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy, Patrick Poivre-D'Arvor, Frédéric Becbédé, Marina Abramovic et bien d'autres ont déjà accepté de participer à ce nouveau média. Et je vous remercie, Françoise Imray, pour avoir accepté avec enthousiasme de participer au Riposte d'aujourd'hui. Je suis Sophie Wiesenfeld, fondatrice du think tank Hexagon Society, et aujourd'hui j'aurai le plaisir d'interviewer Françoise Imray. Vous êtes avocat spécialiste des droits de l'homme et des affaires, ancien ambassadeur de France au Danemark. Françoise Imray, vous avez vécu plusieurs vies. Vous avez aussi échappé de peu à la mort dans la fusillade de Copenhague, peu après l'attentat contre Charlie Hebdo. Je vous rappelle qu'avec Riposte, chers auditeurs, vous pourrez poser vos questions directement à Françoise Imray et nous vous donnerons la parole pour le faire. Alors n'hésitez pas, don't be shy, levez vos mains. Et donc le sujet du jour est médecine et pouvoir. Le gouvernement a-t-il fait une erreur ou est-il en faute dans sa gestion de la crise du Covid ? En effet, on dénombre pas moins de 60 actions en justice en France contre le gouvernement. Le gouvernement de Boris Johnson n'est pas en reste, avec là aussi de nombreuses class actions à venir, notamment sur le terrain de l'éducation. Mais je reviens à la France et à vous, Françoise Imray. La première question. Tout d'abord, cher François, pensez-vous qu'il y a des éléments juridiques permettant d'affirmer que le gouvernement a fait une erreur, voire pire, une faute dans sa gestion du Covid ? Ça, d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un sujet très intéressant et très profond. J'espère qu'on va pouvoir toucher du doigt tous les aspects de cette question que vous soulevez. C'est trop tôt pour le dire. Et c'est parce que c'est trop tôt pour le dire que je trouve que ces plaintes ont quelque chose de totalement indécent. Ce n'est qu'avec le recul de l'histoire, du temps, lorsque la sérénité sera revenue, qu'on pourra peut-être porter un regard rétrospectif sur cette épidémie, sa gestion, rétrospectif mais aussi comparatif, comment cela a été fait ailleurs dans le monde, et et tenter de répondre à cette question, car au fond, le rôle du juge, c'est toujours de tracer cette ligne très subtile, très fine, qui sépare le monde de l'erreur du monde de la faute. Mais à ce stade, il y a eu évidemment des ratés de communication, il y a eu évidemment des tâtonnements, mais qu'est-ce qui est imputable à ce gouvernement ? Qu'est-ce qui est imputable aux conseillers scientifiques du gouvernement ? Qu'est-ce qui est imputable tout simplement au fait que l'humanité progresse d'incertitude en incertitude, en tâtonnant, et éventuellement aux héritages des gouvernements précédents ? C'est bien trop tôt pour le dire. Et il y a donc dans cette multiplication des plaintes, et en particulier des plaintes pénales, quelque chose, je trouve, d'indécent. Et expliquez-nous peut-être pourquoi la voie pénale est-elle une impasse, notamment dans un régime parlementaire où il appartient aux parlementaires de demander au Premier ministre qui est encore en fonction des comptes en vertu du principe cardinal de la responsabilité politique. Et par exemple, après la sortie de la crise sanitaire, on pourrait tout à fait imaginer une commission d'enquête, mais pas cette voie pénale qui est une impasse à tous les points de vue. Peut-être nous expliquer pourquoi la voie pénale est-elle une impasse ? D'abord, dans un acte de gouvernement, dans un acte politique, la sanction qu'une
qu'une action politique peut appeler, elle est de nature politique. C'est l'élection. Et en France, il y a une dérive depuis longtemps maintenant qui consiste à substituer au scrutin universel des procédures judiciaires et en particulier, tendance très française, des procédures pénales. On dit souvent, moi j'ai souvent entendu que la France était en train de suivre une pente à l'américaine, et c'est une expression qu'on entend souvent parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a la présence du droit dans la société, la présence des avocats, l'omniprésence des avocats et la crainte des contentieux est quelque chose que l'on ressent partout. Mais en France, il y a quelque chose de particulier. C'est qu'aux États-Unis, ce sont des contentieux civils. Ce que les gens veulent, ce sont des réparations indemnitaires. C'est faire payer les assureurs lorsqu'ils ont subi un dommage. En France, il y a une préférence très française et que je trouve très régressive pour le pénal, c'est-à-dire la réparation par la souffrance de l'autre, par la peine. Et il y a quelque chose, me semble-t-il, de profondément régressif. Et de ce point de vue-là, nous sommes très au-delà de la situation américaine. Et il y a vraiment une spécificité française. Ce que vous voyez au Royaume-Uni n'a rien de commun. En France, on va préférer le juge pénal. C'est la figure allégorique de la guillotine. On veut faire tomber les têtes et la mise en examen est la figure allégorique de la guillotine. Il y a une ivresse répressive très française et qui se traduit par ce type de contentieux qui sont des contentieux personnels et pénaux. Et là encore, je crois que c'est une dérive. Vous avez écrit dans un article « Le temps de la mobilisation n'est pas celui de la justice ». Pouvez-vous nous expliquer cette phrase ? Oui, parce que ces plaintes ont été annoncées alors même que la France rentrait en confinement, que nous étions en train de nous mobiliser, de rassembler les quelques ressources, les quelques forces, celles des hôpitaux bien sûr, mais de toute la société civile, et au cœur d'un conflit, au moment où on lance l'offensive, où les troupes sont sur le terrain, des habitants lançaient des plaintes à ce moment-là contre leurs dirigeants. Je trouve que c'est une inintelligence du moment et c'est d'une naïveté, d'une infantilité coupable. Donc je pense et puis en toute chose, si vous voulez, la justice suppose de la sérénité. La sérénité suppose de la distance, du recul, et me paraît incompatible avec le feu de l'action. Donc il y a le temps de l'action, et puis un jour peut-être viendra le temps de la justice. Mais là, nous sommes dans le temps de l'action encore. Nous l'étions encore plus au moment où ces plaintes ont été annoncées. Et donc, je trouve que l'annonce de ces procédures a quelque chose d'extrêmement choquant, parce que c'est une indifférence à l'effort de guerre contre la maladie que porte le corps social massivement et le gouvernement, bien entendu. On est dans un domaine aussi, il faut le dire, où c'est le propre d'une pandémie qui n'est pas spécifiquement française. C'est un phénomène que l'on ressent, que l'on a vu, qui a produit ses effets partout et où l'humanité entière tâtonne. Et rares sont ceux qui peuvent dire qu'ils ont fait mieux que nous. Il y en a peut-être, mais beaucoup aussi ont été confrontés à des difficultés similaires ou pires. La fin, nous avons peut-être gagné des batailles contre le Covid-19, nous n'avons pas encore gagné la guerre, personne ne sait quand elle sera gagnée et quelles auront été les meilleures stratégies. Donc, c'est beaucoup trop tôt pour apprécier. Il y a encore quelque chose de totalement indécent, je trouve, de démobiliser le corps social à un moment où on a besoin d'être unis et forts. Parfait. Alors, François, nous vous entendons parfaitement, mais par contre, on ne vous voit plus, ce qui est assez… Donc, est-ce que, pardon, aux téléspectateurs, aux éditeurs, je ne sais plus comment on appelle… Ah, voilà, on vous revoit. Ah, parfait. Bon, formidable. Donc, maintenant, on vous voit, on vous entend, vous êtes éclairé, éclairant, tout est parfait. Donc, cela n'évoque-t-il pas, selon vous, l'affaire du sang contaminé ? Oui, là encore, l'affaire du sang contaminé, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la contamination de victimes par le virus du sida dans des établissements de soins est un phénomène qui s'est produit partout dans le monde, notamment dans le monde développé. Mais il n'y a qu'en France que, sur une idée d'ailleurs de Jean-Marie Le Pen et de Jacques Vergès, qu'il n'y a qu'en France que cela a donné lieu à des procédures pénales
et en particulier des procédures pénales contre le gouvernement jusqu'au Premier ministre. C'est-à-dire qu'on a voulu incriminer toute la chaîne de commandement. Et le procès, à la fin, a montré d'abord l'innocence du Premier ministre et du ministre des Affaires sociales, non seulement l'innocence, mais aussi qu'il avait bien agi. Et le risque dans ce type d'affaires est du choix du pénal, le choix donc de la réparation d'un tort ou de ce qui est perçu comme un tort par la souffrance de l'autre. Le risque, c'est aussi, surtout quand il y a un acquittement, c'est de faire souffrir et l'accusé et les victimes et les plaignants, parce que les plaignants s'estiment privés de la réponse qu'ils attendaient à leur souffrance. Donc il y a une impasse dans laquelle on dirige souvent les gens qui s'estiment, ou à tort ou à raison, victimes d'un drame. Et je ne discute pas qu'il y a des situations où les gens peuvent être victimes, il y a eu beaucoup de morts, c'est des situations tragiques. Mais enfin, il y a aussi, je pense, dans ce phénomène, une tendance qui est très contemporaine, qui est ce déni de la complexité du monde, de la complexité des processus de décision, qu'on a vu d'ailleurs à l'occasion de débats sur les masques, sur tel ou tel aspect. On voyait bien comment tout cela était extrêmement complexe, mondialisé, imbriqué. Et face à un monde de plus en plus complexe, les gens attendent des réponses simples. Et le pénal, c'est une réponse simple à un problème complexe. Donc, c'est une façon de nier la complexité, et c'est aussi une façon d'infantiliser le public en leur faisant croire qu'à ces questions complexes, multiformes, eh bien, il y a une réponse simple. La réponse simple, c'est que rien ne se serait produit si un tel ou un tel n'était pas fautif. Non, c'est vraiment une vision de conte, une vision de fable pour enfants, mais ce n'est pas la réalité du monde dans lequel nous vivons. Vous avez dit aussi lors d'une interview, parce que j'ai fait beaucoup de recherches à votre sujet, au nom de quoi faudrait-il attendre des dirigeants plus de discernement que n'en eurent les spécialistes les plus éclairés? Mais que pensez-vous alors du principe de précaution? Les États sachant ce qu'ils savaient, n'auraient-ils pas dû anticiper? Déjà, sur le principe de précaution et sur ce qu'on savait, en réalité, ça me fait penser à une phrase que j'avais entendue durant le procès du sang contaminé, qu'avait prononcé un expert, je crois que c'était Lebovitch à ce moment-là. Il avait eu ces mots que j'avais trouvé très forts, qui résonnaient dans la salle d'audience. Il avait dit « Un savoir non partagé n'existe pas ». Et on voit bien que sur certains sujets très techniques, ça en est presque risible, il n'y a pas de savoir partagé. Il y a, la chloroquine est devenue quasiment un marqueur politique en France. Avant, c'était la droite, la gauche, c'était plus de social, plus de libéralisme, c'était plus d'Europe, moins d'Europe. Aujourd'hui, c'est plus de chloroquine. Donc, en réalité, on voit ce que l'on voit à travers ces plaintes, c'est aussi le refus de ne pas savoir, le refus de l'incertitude, qui sont le propre de la situation actuelle, sans doute le propre des progrès de l'humanité. Eh bien, nous sommes ça nous montre à quel point nous sommes drogués aux certitudes, et que le corps social, la société est dans l'âge des certitudes, et il y a quelque chose de très, très infantile là-dedans, là encore, et de très choquant. Donc, vous savez, la seule vérité que je vois en écoutant, en lisant comme tout le monde les journaux en détail, la seule vérité que je vois aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Que sur tous les sujets, chloroquine, masque, faux positifs, porteurs sains, sur tous les sujets, deuxième vague, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que la vérité, ce sera le résultat. Et c'est pour ça qu'on est dans le combat, et c'est pour ça que c'est indécent maintenant de penser à déposer des plaintes, et singulièrement des plaintes pénales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des ratés de communication, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des choses qui auraient pu être mieux faites, ça ne veut pas dire que nous étions prêts, ça ne veut pas dire qu'il y a... Mais enfin, un raté n'est pas nécessairement une erreur n'est pas nécessairement une faute, et une faute n'est pas nécessairement un crime. Il y a donc une gradation, si vous voulez, qui n'est pas faite, et je trouve que c'est très, très impressionnant de voir que dans un phénomène qui s'est produit partout dans le monde, il n'y a qu'en France qu'on songe à traire les dirigeants devant les juridictions pénales.
C'est une question maintenant sur les libertés fondamentales. À quel point sommes-nous tous prêts à sacrifier nos libertés individuelles, notre économie pour sauver des vies? Pour ce que Jacques Attali a dit lors d'un webinaire et a appelé l'économie de vie. N'en faisons-nous pas trop avec ce virus, pas trop d'honneur donné à ce virus qui nous impose de vivre dans une société sécuritaire tellement angoissée par la maladie qu'elle en sacrifie tout ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité? C'est une très bonne question, mais on n'a pas la réponse. Là encore, la réponse sera dans le rétroviseur. C'est-à-dire que, en réalité, on ne sait pas ce qui se serait passé si ces précautions n'avaient pas été prises. C'est facile aujourd'hui, alors qu'il y a eu beaucoup de décès, mais surtout chez les personnes les plus âgées, c'est facile, mais pas exclusivement d'ailleurs, de dire que finalement ce virus n'a pas tué plus que d'autres événements naturels ou d'autres accidents ou que la route, etc. Mais enfin, et en particulier sur les tranches les plus jeunes, que se serait-il passé si nous ne l'avions pas fait? Et que n'aurait-on pas dit? Ceux qui disent cela sont précisément aussi ceux qui sont prêts à déposer des plaintes. Donc il y a une vraie contradiction. Vous avez raison, c'est une question qui se pose, mais là encore, ce n'est qu'avec le recul du temps qu'on pourra répondre à cela. Mais il y a une contradiction entre ceux qui, alors même qu'on se prépare à la bataille, déjà annoncent qu'ils vont déposer des plaintes criminelles contre les ministres, et puis ceux, et vous venez de vous en faire l'écho, qui disent au fond, tout ceci n'est pas si dramatique, n'est pas si grave, c'est un aléa, une péripétie. Pourrait-on imaginer une société à deux vitesses, où d'un côté, il y aurait ceux ayant eu le coronavirus, donc une espèce de passeport qu'on imaginerait, et qui jouiraient donc de toutes les libertés, et de l'autre côté, les autres, les condamnés, ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir, et qui seraient donc privés de toutes les libertés. Est-ce qu'on pourrait imaginer une société à deux vitesses? On est dans la fiction sociétale. Non, c'est difficile à imaginer parce que c'est pas nos traditions juridiques et sociales. Sinon, j'avais une question qui m'intéresse énormément et qui est la laïcité et le port du masque. Le port quasi obligatoire du masque ne serait-il pas contraire au principe de laïcité, allant à l'encontre de la fameuse loi si fortement disputée, votée sous Sarkozy, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public? Se couvrir le visage étant un crime passible de 150 €. Non, deux choses. La première, cette loi prévoyait expressément cette hypothèse. Donc, elle prévoyait comme exception les masques et des nécessités d'ordre de santé publique. Donc, c'était de toutes les façons prévu, d'une part. Et d'autre part, la grande différence entre la burqa et, pour dire les choses, et le masque, c'est que c'est imposé aux femmes à raison de leur sexe. Et le masque n'a pas de genre ni de religion, donc c'est absolument rien à voir. Et j'ai lu quelques commentaires là-dessus sur la France qui montrent à quel point notre position est incomprise. Et vous avez raison de soulever cette question parce qu'il faudra se battre sur ce terrain-là, ça n'a absolument rien à voir. Bon, voilà, en tout cas, là, le temps est passé, donc on a beaucoup de questions puisqu'on a eu pas mal d'intervalles de temps, et je propose qu'on passe au Q&A. De la part de Marc Waknin, dès le début annoncé officiellement de l'épidémie, il nous a été annoncé une catastrophe sans précédent, mortalité importante, économie en perte de vitesse, genre crise de 1929, le pire annoncé, entrée en guerre, et malgré tous ces messages catastrophiques, les mesures s'avèrent maintenant très insuffisantes a posteriori. À qui la faute? Je ne sais pas si on peut dire qu'elles s'avèrent très insuffisantes. Il faudra comparer la performance française par rapport au virus. Par rapport aux pays, aux situations comparables. Donc, je ne suis pas du tout sûr que ce soit... Je ne sais pas s'ils pensent parler des mesures économiques ou des mesures de santé publique, mais les mesures de santé publique, c'est bien trop tôt pour dire qu'elles sont très insuffisantes. Au contraire, il semble que 2 mois après, on puisse commencer le déconfinement et on peut raisonnablement espérer, mais on peut se tromper, toujours ce risque de deuxième vague, mais on peut raisonnablement espérer que si les gens jouent le jeu, eh bien, qu'il n'y aura pas de seconde vague et que ce virus sera derrière nous, en tout cas pour les mois qui viennent. Donc, c'est beaucoup trop tôt pour dire cela. Comment la justice doit-elle procéder en l'absence justement on en a parlé pendant l'interview, mais j'ai une question. Comment la justice doit-elle procéder en
en l'absence de preuves scientifiques? Un principe et qu'on ne peut pas condamner, qui est fondamental, sans lequel il n'y a pas de procès équitable, c'est qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve. On ne peut pas demander aux gens de pouvoir prédire le après coup. Si la justice fait le constat que les scientifiques ne sont pas unanimes, que y avait mis éclairé le gouvernement l'ont en partie égaré parce qu'eux-mêmes n'étaient pas au clair, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est un défi nouveau qui nous est posé. Mais la justice, dès lors, ne peut pas entrer en voie de condamnation. Et c'est pour ça que c'est c'est pour ça que c'est un mensonge de laisser croire que une procédure judiciaire peut amener à autre chose qu'une grande frustration, une grande injustice des côté plaignant et côté accusé. Les accusés s'entendent totalement injustement et convoqués d'échafauds symboliques. Puis, on a des proches, des gens qui ont souffert pour eux-mêmes, seront privés de la réponse qu'ils attendaient à leurs questions. Donc, face à une absence de preuves, puis pour répondre à votre question, la justice n'a pas le choix. Dans notre pays, au Royaume-Uni, Boris Johnson donc ça c'est une question de la Henry Jackson Society, donc le think tank. Dans notre pays, au Royaume-Uni, Boris Johnson a d'abord imaginé de jouer sur la stratégie du herd immunity, qui consiste à exposer directement la population au virus, une stratégie qui aurait mené à tripler le nombre de morts. Il a finalement renoncé sous la pression, mais une telle décision aurait-elle été passible de sanctions pénales s'il n'avait pas renoncé? C'est une très bonne question, mais je ne pense pas plus, parce qu'après tout, il n'est pas interdit, encore une fois, face à un phénomène nouveau, face à une communauté scientifique divisée, face à des incertitudes, devant prendre des décisions face à l'incertitude. Les gouvernements courent un autre risque, c'est celui de l'imitation. Chacun va imiter l'autre. Les Italiens ont fait comme ça, donc on va faire comme ça. Les Espagnols ont fait ainsi, donc on va faire pareil. Et une autre option a été envisagée à un moment par le gouvernement britannique. Si cette option avait été, j'imagine que cette option, au moment où elle a été envisagée, il y avait des raisons sérieuses de penser qu'elle pouvait donner des résultats. D'ailleurs, il y a un pays qui a fait à peu près la même chose, c'est la Suède. C'est encore trop tôt d'ailleurs pour le résultat s'il y avait eu, comme le pose l'auditeur, plus de morts, le choix de cette option aurait été indiscutablement une erreur, mais une erreur n'est pas une faute. En tout cas, une erreur n'est pas nécessairement une faute. Et encore une fois, comme je le disais en commençant cet échange, tout le travail du juge, c'est de tracer cette ligne subtile qui sépare le monde de l'erreur du monde de la faute. Et le monde de la faute du monde de la faute pénale, c'est le monde du crime. Bien, ce sont quand même des frontières très fortes et nous vivons dans une ère marquée par la confusion. Les gens mélangent tout. Je pense à cette phrase qui avait été sans condamné. Je suis responsable, mais dit Georgina. Vous évoquez la phrase de quelqu'un, mais on n'a pas entendu. De Georgina Dufoy qui était je suis responsable, mais pas coupable. Et c'est très étonnant. Qui est célèbre. Oui, parce qu'elle était célèbre, mais le vrai sujet, c'est pourquoi une phrase si juste a fait scandale. Parce que cette phrase était juste, parce qu'au fond, la notion de responsabilité politique et la notion de culpabilité sont deux notions différentes. Il a fallu des siècles de civilisation judiciaire, de progrès de la civilisation, pour séparer la notion de responsabilité de la notion de culpabilité. Donc, ce qu'elle a dit est parfaitement juste, mais ça n'a pas été bien reçu, c'est le moins qu'on puisse dire, par l'opinion publique. Et je me suis souvent dit d'ailleurs que si elle avait formulé la même phrase à l'envers, ça aurait peut-être été perçu différemment. Si elle avait dit « je ne suis pas coupable, mais je suis responsable », finalement c'était la même chose, mais ça aurait été reçu différemment. Mais il y a une confusion. On veut réunir la culpabilité et la responsabilité alors qu'il a fallu des siècles de civilisation pour dissocier ces deux notions. Donc, nous avons une question justement dans ce sens de François Négrel-Philippi. Bonjour. Bonjour. Votre vision de l'affaire du sang contaminé n'est-elle pas dramatiquement laxiste alors que la majorité des professeurs de droit pénal étaient unanimes pour dire que l'infraction d'empoisonnement était caractérisée en l'espèce? Non. Moi, j'ai suivi de très près cette affaire. Non. Des années d'instruction, 3 semaines de procès, la Cour de justice de la République, qui est l'héritier de
de la haute cour qui ne s'était pas réunie depuis Pétain. Donc, il y a eu, de fait, c'était la presse mondiale, pour la première fois dans l'histoire de France et dans l'histoire d'un grand pays développé face à ce drame qui s'est produit partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, en Allemagne. En France, on poursuit le Premier ministre pour empoisonnement. Et ce qui est apparu, c'est que non seulement il a fait éclater au grand jour l'innocence du Premier ministre. Et dès lors, alors il y a eu 2 réactions parmi les victimes. Il y a celles qui ont réalisé, je me souviens même du nom d'une de ces personnes, qui ont réalisé, qui est elle-même touchée dans sa chair, qui a été touchée dans sa chair, et a réalisé l'immense injustice dans laquelle il s'est trouvé embarqué de cette plainte. Et puis il y a ceux qui ont le sentiment qu'on leur a volé une explication. Et c'est pour ça qu'une chose est sûre, dans un procès pénal, à la fois l'accusé et les victimes ou les plaignants sortiront en miettes. Donc, c'est un mensonge de laisser croire que c'est la solution. Je vais continuer sur une question d'un spécialiste de King's College, enfin d'un étudiant en droit, qui pose la question suivante. Étant avocat aux droits de l'homme et des libertés fondamentales, pourriez-vous nous dire quel est le cas récent qui vous a le plus touché ? Le cas récent, c'est joli, je sais pas quoi, mais qui n'est pas en lien avec cette affaire, j'imagine. Oui, non. Belle question et très limitée. Il y a des situations et de violence tellement grandes qu'il est difficile de les prioriser. Mais j'ai envie de dire que de tout ce que j'ai vu, ce qui m'a le plus touché, puisque c'est le mot, c'est la situation des enfants des rues. Ce sont, et de façon générale, les mineurs abandonnés, les mineurs migrants, les enfants des rues, les enfants à la rue, les enfants soldats, bien sûr. C'est certainement ce qui m'a le plus touché, oui. Mais c'est très difficile de répondre à cette question, parce que dès qu'on... en même temps, c'est inévitable, mais parce qu'on est très tenté alors de faire une hiérarchie dans le malheur. C'est très difficile de dire que la cause des enfants est plus importante que celle des femmes, qui est plus importante que celle des murs, qui est plus importante que celle des réfugiés, etc. C'est très difficile de faire des hiérarchies. On s'efforce de ne pas le faire. Mais d'un titre tout à fait personnel et intime, les nuits passées avec des enfants des rues à Kinshasa, au Népal, sont pour moi des... J'ai une question de François Négrel-Philippi. Il n'était pas question de la culpabilité du Premier ministre, toujours sur l'affaire du sang contaminé, mais de celle des dirigeants du CNTS. Celle du Premier ministre pouvait être écartée, mais pas celle des dirigeants du CNTS. Donc, qu'est-ce que le CNTS ? Oui, bien sûr. Il y a eu toute la chaîne. Mais un centre national de transfusion sanguine. Oui, c'est exact. Mais le Premier ministre a été poursuivi, les membres de cabinet ont été poursuivis, le ministre des Affaires sociales a été poursuivi, le ministre de la Santé a été poursuivi. Donc, c'est toute la chaîne jusqu'au plus haut niveau. Et d'ailleurs, il y a dans l'histoire judiciaire française un avant et un après, et l'histoire institutionnelle française un avant et un après cette affaire, parce qu'on a, à partir du moment où on pouvait aller jusqu'au Premier ministre, alors que de toute évidence, il n'avait nullement commis d'empoisonnement, pour lui chercher querelle, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de limite. Et donc, tous les dirigeants à des niveaux subalternes, ensuite, ont été vivent aujourd'hui en France dans la crainte de voir leur responsabilité pénale recherchée. Et une des conséquences de ça, c'est qu'il y a de moins en moins de candidats pour être maire. Parce que quand vous êtes maire de votre ville, de votre village, vous risquez d'être mis en examen, vous risquez d'être poursuivi pour une balançoire, pour un trou dans les trottoirs, pour un accident de la circulation, pour un feu rouge qui ne marche pas. Bref, pour un camp de vacances qui se passe mal, une excursion dont les gens ne reviennent pas. Eh bien, et ça, c'est une tendance particulièrement française. Là encore, à apporter une réponse pénale au drame de la vie et de la société, et au fond, au nom de l'hyper-responsabilité de l'État, l'irresponsabilité du corps social est aujourd'hui promue. Oui, c'est effectivement
la réponse. Mais alors là, j'ai l'impression que comme on a beaucoup d'étudiants du King's College, ils sont extrêmement pointus sur leurs questions avec des abréviations, etc. Alors maintenant, une autre question. Le véritable scandale de cette affaire, de cette crise sanitaire, est la gestion dans les EHPAD. 40% des personnes décédées sont des personnes prisonnières dans les EHPAD et maisons de retraite. Pensez-vous que le minimum nécessaire aura été fait par l'État? Question de Marc Waknin. Oui, mais alors d'abord, c'est très intéressant. La fin de la question est éclairante. C'est par l'État. On attend de l'État qui s'occupe de nos parents. On attend de l'État, pas du département, pas de la région et surtout pas de la famille, surtout pas des proches. Non, là, ça c'est vraiment, je trouve que dans la question même, dans la formulation de la question, il y a déjà le symptôme de cette situation française où on attend tout de l'État. On a c'est déçu parce qu'il y a d'autres qui l'ont été beaucoup moins mal conduits, toute une diversité de situations et je pense qu'il faut que cette affaire nous amène à repenser la question du grand âge où on a dans le pays mis en place des politiques et de maintien à domicile beaucoup plus efficaces aux âgés et puis un respect qui n'est pas... Et là, ce qui est très frappant, c'est de voir aussi la disparité des situations. Tous ces établissements privés, donc l'État, vous voyez, pourquoi l'État? Les établissements qui sont en général privés, donc, ou municipaux. Mais là, en France, on veut simplifier. Il y a un président élu au suffrage universel, il incarne l'État, c'est l'État qui est responsable dans un EHPAD. Ben non. Effectivement, le fait que l'État doit tout, l'État peut tout, c'est très. Est-ce que vous pensez que c'est typiquement français comme conception du rôle de l'État? C'est certain. C'est certain. C'est à la fois typiquement français, c'est un gros de nos handicaps. C'est lié à notre histoire. Et sans doute, la seule faute qu'à ce stade, je puis, moi, imputer au pouvoir, c'est de ne pas avoir dissipé cette illusion. C'est d'avoir laissé penser qu'effectivement, que l'État pouvait, et que c'était et d'avoir peut-être un peu entretenu le public dans cette illusion infantile d'une responsabilité, d'une omniresponsabilité. Nous arrivons à la fin de ce webinaire qui était fort intéressant malgré les problèmes d'ordre. Moi, j'avais une question pour finir avec vous, Françoise Imray. Est-ce que vous pensez que le droit, eu égard à cette crise sanitaire, peut-il évoluer? Va-t-il évoluer dans un sens ou dans un autre? Comme on peut considérer que l'art va évoluer ou changer, la littérature, il y aura une littérature de la peste. Est-ce qu'il pourrait y avoir un droit qui changera eu égard aux circonstances de la crise sanitaire? Une adaptation, une modification. Beaucoup de choses vont changer. La réparation d'un tort par la souffrance de l'autre est quelque chose d'extrêmement régressif. Et c'est de cela que la justice française porte la marque. Ce n'est pas la faute de la justice d'ailleurs, c'est la faute de ceux qui la saisissent, la faute de ceux qui n'ont que le mot plainte à la bouche et qui font croire aux victimes, aux gens qui sont dans la détresse, qu'en allant devant un palais de justice et en exposant cela publiquement, on aura la réparation et la réponse aux questions qu'on se pose. Le webinaire touche à sa fin. C'était extrêmement passionnant malgré les problèmes d'ordre technologique. Mais bon, c'est de façon complètement... moi, je trouve que ça fait partie du charme des webinaires et de Zoom. On a eu des questions très techniques, comme vous avez pu le constater, puisque nous avions eu la chance d'avoir le King's College qui était présent et tous ses étudiants en droit pénal et la Henry Jackson Society, donc le think tank. Le séminaire touche à sa fin, il est 8h en France. Je ne sais pas si vous applaudissez toujours pour les soignants en période de déconfinement, mais en tout cas, je vais vous laisser aller à vos balcons. Merci à tous, merci infiniment Françoise Imray, c'était passionnant. Au revoir, à très bientôt, merci infiniment. Au revoir.